Bonjour, je suis Henrik Lepez, je suis directeur des initiatives stratégiques sur l'intelligence artificielle chez Microsoft France et je m'intéresse particulièrement à l'impact positif de l'IA, notamment dans ses dimensions sociales et éthiques. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, on commence à la voir dans la vie de tous les jours depuis pas mal de temps, mais sur le sujet de l'IA générative, effectivement, la question se pose si on peut la mettre au service de la création. Dans cette masterclass, l'idée, ça va être clairement de vous montrer que l'intelligence artificielle est là pour amplifier l'ingéniosité humaine. Si vous travaillez dans le domaine de la culture, des médias, cette masterclass est vraiment pour vous. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi Microsoft vient parler d'intelligence artificielle au service de la création. Eh bien c'est déjà dans la mission de Microsoft que de permettre à chaque individu, à chaque organisation de réaliser ses ambitions avec la technologie. Et si je cite notre CTO, Kevin Scott, qui dit qu'on est là pour effectivement créer des outils au service de la création pour que les créatifs puissent faire ce qu'ils savent faire le mieux, créer des œuvres qui vont être regardées par d'autres et donc amplifier cette connexion, amplifier ce que nous sommes comme humains, eh bien c'est quelque chose que l'on a déjà mis en œuvre, déjà testé dès 2016 avec un projet qui s'appelait The Next Rembrandt. Utiliser l'IA générative pour imaginer ce qu'aurait pu être un nouveau tableau basé sur un historique, c'est ce qu'on a essayé de faire et ça nous a interrogé effectivement sur, au-delà de l'œuvre en tant que telle, du processus créatif. Quand on parle du processus créatif, on a tout de suite à l'esprit le syndrome de la page blanche. Et là, c'est intéressant de voir que des outils comme l'intelligence artificielle, et notamment avec la solution Génario, peuvent vraiment aider. Vous êtes écrivain, vous êtes en train de chercher une idée de roman, et l'IA va vous suggérer des pistes, va titiller votre esprit en vous apportant quelques suggestions. C'est très intéressant de voir l'intelligence artificielle comme un copilote pour ce début de création, ou peut-être comme une muse. Continuons notre chemin dans ce processus créatif. On peut avoir envie dans une vidéo, par exemple, de vouloir ajouter une bande son. Et c'est là que l'IA générative peut rentrer en jeu, avec un outil comme Matchtune, qui a été développé entre autres par André Manoukian, qui permet de suggérer une centaine de pistes audio qui vont parfaitement s'adapter à votre œuvre vidéo. Là encore, on voit que l'IA générative permet aux créatifs de se concentrer sur le cœur de son métier et d'avoir des sources d'inspiration. Alors, on a vu comment l'IA générative se mettait au service des artistes, des créatifs, mais vous aussi, dans votre vie de tous les jours, que vous soyez peintre ou écrivain, vous avez peut-être envie d'utiliser un outil. Il en existe un, c'est DALL-E, qui est accessible sur pas mal de plateformes, notamment sur Bing, et qui vous permettra d'imaginer une image, un logo, une illustration pour une présentation ou une carte de vœux. Vous allez pouvoir faire aussi bien des choses très simples, comme des petits logos, que des images extrêmement compliquées, des images qui ressemblent à des photographies ou des images qui ressemblent à des tableaux féeriques. Laissez DALL-E être votre muse. Si l'on parle création, on parle de propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle, c'est un véritable patrimoine qu'il faut protéger. D'ailleurs, chez Microsoft, on a depuis pas mal de temps mis l'IA au service de la protection et de la préservation du patrimoine culturel. Mais on a aussi créé des outils, des fameux copilotes qui vont vous permettre de créer un certain nombre de contenus. Et il est légitime de se poser la question de la propriété intellectuelle liée aux œuvres que vous allez créer avec de tels compagnons, avec ces fameux copilotes. En fait, ça pose vraiment la question du droit d'auteur. Et c'est intéressant de reparcourir un petit peu l'historique, de comprendre un petit peu mieux d'où on vient. Si on fait un peu d'histoire sur ces sujets de droit d'auteur et de copyright,
On peut dire qu'il y a eu quelques moments importants. Si on remonte à plus de 500 ans, les éditeurs et les créateurs étaient une et seule et même personne qui avait obtenu ce privilège de la royauté. Ils pouvaient effectivement éditer, produire les œuvres tout en respectant ce que l'opinion devait être, et donc il y avait une certaine forme de censure. On a vu la liberté d'expression arriver et être demandée par le poète John Milton vers 1600, et on commence à sentir qu'avec cette demande de liberté d'expression, il va y avoir une divergence entre les producteurs de contenu et les éditeurs. En fait, se pose à ce moment-là la question également de reproduire des œuvres en demandant ou pas l'autorisation du titulaire. Dans la direction de cette divergence entre le droit de produire, la propriété intellectuelle et le droit d'éditer, une question s'est donc posée. Qui peut se permettre de prendre une œuvre et de la diffuser ? Au départ, c'était effectivement des associations à but non lucratif, dans une optique d'éducation ou de recherche. Et on a vu l'utilisation commerciale être autorisée maintenant, notamment aux États-Unis et un peu sur le continent européen, avec deux notions qui sont apparues. La notion de fair use et la notion de transformative use. Fair use voulant dire, est-ce qu'effectivement j'utilise et je respecte le cadre et la propriété intellectuelle, et transformative, est-ce que j'apporte de la valeur dans l'usage de cette propriété intellectuelle ? On a vu ces sujets apparaître notamment avec les moteurs de recherche. L'intelligence artificielle générative accélère ces questions, et clairement, il va y avoir un besoin de réglementation autour de tout cela. Se pose aussi la question de la traçabilité de l'œuvre, mais se pose également la question de l'authenticité. Et là-dessus, c'est important de se dire effectivement comment on peut lutter contre ces fameuses fake informations ou ces créations qui seraient fake. Chez Microsoft, avec la BBC, mais également avec Publicis et Adobe à l'origine, nous sommes partisans pour travailler en mode coalition autour d'une norme qui s'appelle C2PA et qui permet aussi bien aux créatifs, mais aussi aux individus, de tracer l'origine d'une œuvre, une image, une vidéo, et d'en connaître toutes les modifications, afin de garantir à la fois son authenticité, mais aussi la traçabilité. On a vu comment certains utilisent l'intelligence artificielle générative. On a vu comment effectivement se poser les bonnes questions et des bribes de réponses sur la propriété intellectuelle, la réglementation. Mais maintenant, il faut se pencher sur comment, à titre individuel, en tant que créatif, vous pouvez vous emparer de cela et comment effectivement l'utilisation de l'IA générative rentre sur les bancs de l'école. C'est au sein de l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, avec Étienne Mineur, qui y enseigne l'utilisation de l'IA générative au service de ce processus créatif. On a des étudiants qui, certainement, doivent déjà connaître les outils, mais peuvent être surpris, car la question se pose, même à leur niveau, de se dire « mais est-ce que l'IA va prendre ma place ? Quelle est la place de l'IA générative dans ce processus de création ?» Et je pense que la réponse à cette question est très intéressante, et plutôt de se dire « moi, le créatif, où se trouve ma valeur ? Est-ce dans mon œil, dans mon coup de pinceau ou dans l'objet de ma création ? Je ne peux pas m'enlever de l'idée que si l'on parle de Dali, et là cette fois-ci je parle du peintre, pas de l'outil informatique, il n'y avait que lui pour imaginer faire des montres molles. Et je pense que c'est un petit peu le message et la découverte que ces étudiants vont faire au jour le jour au sein de l'ENSI. C'est donc dans le processus créatif, dans la manière d'aiguiser son regard et son coup de pinceau, qu'il faut intégrer l'IA générative. Le collectif d'artistes Obvious est exemplaire. Ils ont effectivement très tôt utilisé l'IA générative. Ils ont produit des œuvres qui ont été reconnues, notamment dans des ventes célèbres côté Christie's. Et très récemment, ils ont ouvert un centre de recherche en commun avec la Sorbonne pour approfondir ce sujet de la création et de l'IA générative.
Bonjour Pierre Fautrel, je suis ravi de vous avoir avec moi. Je vous laisse vous présenter. Moi je suis Pierre, je fais partie du trio d'artistes Obvious. On fait de l'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle ou de machine learning. On fait de l'art avec des algorithmes depuis environ 6-7 ans. Donc nous, on utilise des algorithmes dès qu'ils sortent de la recherche et pour essayer de faire de l'art avec. La volonté du trio, c'est avant tout d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, mais aussi de parler d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans toutes nos séries, il y a des réflexions philosophiques, artistiques et sociétales sur l'impact de ces algorithmes dans nos vies et des projections dans le futur de ce que ça pourrait être. Donc c'est vraiment ça, un algorithme en tant qu'outil et aussi un algorithme en tant que sujet. On aime se voir comme des artistes-chercheurs. Et qu'est-ce qui vous a donné envie au sein du trio de se lancer dans une aventure qui mêle la création et l'intelligence artificielle? Mais avant tout, Obvious, c'est une histoire d'amitié, c'est nous trois qui avons grandi ensemble. Et en l'occurrence, nous, on est fans de science-fiction, fans de nouvelles technologies de manière générale. En fait, on est tombé amoureux de cette technologie. Et quand on tombe sur les GAN, on a deux chocs. D'abord, un choc technique, qui est à quel point ces algorithmes sont incroyables et ce qu'ils pourraient possiblement faire dans le futur. Et puis un choc artistico-philosophique qui est se poser les questions de la création, c'est-à-dire quelle est la place de l'artiste dans le processus artistique, qui est-ce qui définit les frontières de l'art. Tous ces questionnements-là, en fait, ils ont résonné en nous et on a fait cette première série de toiles qui a eu énormément de succès et ça a été le début de notre histoire. Alors une première série de toiles, vous en parlez, faite avec des GAN. Alors juste pour expliquer, les GAN, ce sont des réseaux de neurones génératifs, donc c'est un peu, on va dire, la même chose ou l'ancêtre des IA génératives qu'on voit maintenant. Et cette première série de toiles, alors qu'est-ce que ça a donné? Et surtout, quel enseignement vous en tirez? Alors nous, on l'a fait à une période où en fait c'était très très bizarre pour les gens de créer avec des algorithmes d'intelligence artificielle, mais ça posait vraiment des questions qui sont aujourd'hui des questions que tout le monde pose, qui sont la place de l'algorithme, est-ce que c'est vraiment de l'art? Donc en fait, c'est des algorithmes qui fonctionne à partir d'une très grosse base de données d'images. Donc je donne 10 000 exemples et l'algorithme va essayer de créer le 10 001e, le 10 002e, etc. Donc nous, on a pris des portraits classiques, on a commencé à créer, ça intéressait personne, jusqu'au jour où petit à petit, un collectionneur a collectionné une première toile, puis la boule de neige a commencé à prendre, jusqu'à la vente aux enchères d'une de nos toiles chez Christie's pour un résultat d'1 demi-million de dollars. Et donc en fait, ça a vraiment lancé la première vague d'IA art, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait créer avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous avez effectivement ouvert ou lancé un labo de recherche avec la Sorbonne. Yes. Et donc, dans quelle direction on s'oriente là? C'est vraiment une démarche de chercheur de se dire comment est-ce que je vais pouvoir créer des algorithmes de demain pour la création du futur. Et donc, il y a deux axes de recherche dans la création de ce laboratoire de recherche académique. Il y a le premier qui est un problème finalement assez classique, qui est le texte ou vidéo. Comment est-ce que je tape du texte et ça crée de la vidéo? Nous, ce qu'on va faire, c'est entraîner des algorithmes de génération directement sur des vidéos. Ça devrait sortir prochainement. Et l'autre partie, qui est plus tournée vers la science-fiction, qui est du mind to image, c'est comment est-ce que j'illustre les pensées que j'ai moi. Et donc pour ça, en fait, je vais dans des IRM, je regarde un très grand nombre d'images et j'arrive à faire des liens entre des images que j'ai vues et des activations cérébrales. Et à partir de là, je peux faire le trajet dans le sens inverse, c'est-à-dire je me mets dans l'IRM, je pense à une image et elle se crée sur mon ordinateur. Et ça, c'est une vraie prouesse technologique, mais on ne fait pas ça juste pour amuser la galerie. On fait ça parce que c'est une technologie qui est en train d'être développée. Et en fait, l'art, c'est un bon moyen d'aller toucher les gens et de leur faire comprendre que ça existe. Si vous continuez juste à avoir des chercheurs qui font des choses dans leur coin, en fait, les gens, ils se rendent pas compte que cette technologie va changer nos vies. Alors, l'art, c'est un bon moyen pour, entre guillemets, apporter ça aux gens. Et donc, faire des travaux sur le mind to image, ça peut permettre d'ouvrir des sujets éthiques, moraux sur le mind to image. C'est où est-ce qu'on met les frontières? Est-ce que des pays où les droits de l'homme sont moyennement respectés, on a envie que cette technologie tombe dans les mains? Moi, j'avais une question, Pierre. Dans votre démarche d'utilisation de l'IA, ça a été quoi le défi, peut-être au niveau des réactions autour de vous? Je pense que le plus gros challenge, c'est de faire comprendre la différence entre IA et IA. Je m'explique. Pour beaucoup de gens, ma mère, pour le grand public, IA, c'est très lié à l'imagerie de la science-fiction. C'est une espèce de cousin numérique qui serait surpuissant et omnipotent. Ça, c'est de la science-fiction et ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est le machine learning, qui sont les dernières techniques de programmation en informatique. Et en fait, parce qu'on utilise le même concept pour deux choses qui sont similaires mais différentes, il y a une espèce de faille sémantique où les gens confondent alors que finalement c'est juste un ordinateur. Et donc le plus gros challenge pour nous, ça a été de faire de la pédagogie et donc de montrer que c'est juste un outil et que c'est pas une conscience numérique quelque part. Et donc, quel conseil vous donneriez aux créatifs?
Le conseil que je donnerais aux créatifs, c'est d'abord d'éveiller sa curiosité. C'est très important d'être curieux, de bien comprendre, de ne pas être juste dans de la peur ou d'un rejet basique. Il faut comprendre, aller au fond de la démarche. Et l'autre, ce que je conseille quand même si je ne suis pas le meilleur là-dedans, c'est d'apprendre à coder. Être capable de coder, ça vous permet d'ouvrir des possibilités. J'aime bien retenir de cet échange le fait que l'IA, c'est jamais qu'un outil, qu'il faut continuer à aiguiser sa curiosité, apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouveaux outils et l'intégrer dans son processus créatif. Et c'est surtout continuer à amplifier notre ingéniosité humaine dans la création et dans le partage. Et là, c'est un travail collectif. Je suis ravi de vous avoir eu avec nous. J'ai été ravi d'animer cette masterclass et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.